Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Claire Desmarres-Poirier. Claire Desmarres-Poirier est paysanne, néo-rurale et activiste pour une ruralité positive. Après des études à Sciences Po Lille, elle travaille dans l'humanitaire et comme conseillère politique. Il y a bientôt 10 ans, Claire et son mari Adrien décident d'expérimenter une autre forme d'engagement et d'action en fondant une ferme bio et un café-librairie en Bretagne. Dans ce lieu agriculturel, ils produisent avec engagement des plantes aromatiques et médicinales et proposent des rencontres artistiques, littéraires ou militantes. Pour moi, l'exode urbain, c'est pas juste quitter le centre-ville pour aller s'installer à la campagne, mais continuer à conserver le même mode de vie, les mêmes habitudes en fait. Pour moi, l'exode urbain, c'est faire le choix de vivre dans une zone rurale, de vivre et de contribuer à cet espace-là. L'essai de Claire Desmarres-Poirier, Exode urbain, manifeste pour une ruralité positive, sortira en août. C'est un appel à l'action qui invite à imaginer de nouvelles façons d'habiter la campagne, loin des stéréotypes et du folklore, et à penser la ruralité comme un espace de possible, d'autonomie, d'entraide et de résilience, à rebours de l'espace structurellement marchand qu'est la ville. La campagne comme espace de loisirs, les gens l'identifient très bien. Mais par contre, la projection de lieu de vie où on peut s'installer, où on peut construire un projet professionnel, etc., elle n'existe pas. Pour moi, c'est cet imaginaire-là qu'il faut construire. Parce que si on ne peut pas le rêver, cet espace, on ne peut pas le vivre. Nous avons parlé des multiples préjugés liés au monde rural qui empêchent de s'y projeter et du choix de l'exode urbain comme engagement militant et comme mouvement de fond pour une génération en quête de sens à l'heure de la crise écologique. Claire Desmarres-Poirier, bonjour. Bonjour. Ton livre « Exode urbain, manifeste pour une ruralité positive » sortira en août. Est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours et ce qui t'a conduit à écrire ce livre ? Alors, juste l'ouvrage sort le 25 août. Ok. Alors, aujourd'hui, avec mon mari Adrien, on s'occupe d'une ferme bio qu'on a créée où on produit des plantes aromatiques et médicinales. On est en Bretagne, au sud de la Bretagne, dans une petite commune qui s'appelle Sixte-sur-Aff. Et sur la ferme, on a créé un café-librairie. Donc, c'est un lieu qu'on a intitulé un lieu agriculturel. Dans ce lieu agriculturel, on a la possibilité d'accueillir le public, à la fois les visiteurs qui sont curieux de découvrir notre métier, de venir à des animations qu'on propose au café, des lectures, des concerts, etc. Et aussi, on forme les professionnels avec lesquels on travaille, puisque nous, on travaille essentiellement avec le monde de la restauration. Donc, on accompagne aussi les personnels de salle et les chefs dans le travail qu'ils peuvent mener autour des plantes aromatiques et des infusions. Donc, à la fois sur des volets de création. Voilà. Donc, ça, c'est l'espace dans lequel on est aujourd'hui. Cet espace qu'on a créé il y a bientôt 10 ans. Enfin, ça fait 9 ans qu'on est là, mais ça fait 10 ans que le projet a été initié. Au départ, on venait pas du monde agricole et on venait pas de Six-sur-Aff. Donc, on est ici, les gens disent des hors cadre, puisque c'est hors cadre familial, la case qu'on coche, on devient agriculteur. Et des hors venus, parce qu'on n'est pas de là. Et donc, on avait envie, dans nos vies d'avant, on avait envie de monter un projet. Et c'est vraiment notre rencontre qui a été décisive. Moi, je portais déjà le projet de café-librairie. Adrien avait envie de s'installer en agricole. Et on avait très envie d'être actifs dans notre quotidien. On s'est rencontrés dans un espace militant, puisqu'on était tous les deux très engagés, mais à des niveaux et dans des angles totalement différents. Mais on s'est rencontrés dans un point de synergie qui est le camp Action Climat, qui a eu lieu presque il y a 10 ans, jour pour jour. Et en fait, dans cet espace où on sensibilisait justement à la société de l'après-pétrole, et où on essayait de construire des alternatives et de construire des actions de sensibilisation. Et il était clair l'impact de ce genre d'espace était quand même assez faible à l'extérieur. On était peu nombreux et on prêchait quand même un peu entre convaincus, quoi.
Donc il y a eu l'envie de faire quelque chose dans nos vies pour commencer, pour pas juste se dire, en fait, à 20, on va pas changer le monde. En fait, on s'est dit que peut-être à 2, on ferait notre part. Donc on a monté ce projet ensemble, en fait, assez rapidement après notre rencontre. On se connaissait même pas depuis 1 an quand on a trouvé la ferme. Ouais, on était un peu fous. Et après, voilà, le destin prouve que la suite des événements prouvait qu'on s'était pas trompé. mais voilà. Voilà comment s'est passé notre exode urbain à nous. Parce qu'avant, on était en ville. Et après, j'ai du coup l'expérience du Café Librairie, la rencontre avec beaucoup de porteurs de projets. Parce que voilà, dans cet accueil de public, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils cherchent un chemin pour leur vie à eux et qu'ils cherchent des espaces inspirants, ils cherchent à comprendre un peu quels sont les leviers qu'ils pourraient activer pour pouvoir mettre en place ce changement. Et donc, suite à beaucoup d'échanges avec des personnes d'horizons très différents par ailleurs, je me suis dit qu'il y avait quelque chose, à saisir en fait. Et j'avais envie d'écrire sur ce potentiel fort que représentait pour moi la ruralité dans un modèle alternatif. Et après, je pense que quand même la période des Gilets jaunes a été un levier assez, comment dire, en fait, c'est un moment, le mouvement des Gilets jaunes a été un mouvement de cristallisation du sentiment de déclassement des classes populaires rurales et périphériques, quoi. Et c'est ce moment-là où je me suis dit, en fait, porter le propos d'une ruralité positive, de quelque chose, ce que j'appelle la rural pride, quoi. C'était nécessaire, en fait. C'était nécessaire parce que des années de jacobinisme et de gestion politique complètement urbano-centrée ont vraiment eu raison de ce que pouvait représenter symboliquement, en fait, la ruralité comme option et comme perspective. Et j'avais envie de remettre un peu, enfin en tout cas de participer à mettre un peu d'espoir dans cet espace-là et dans cette nouvelle relation-là au territoire. Mais c'était nécessaire aussi, c'est nécessaire d'investir ce sujet aussi pour ne pas le laisser aux mains uniquement peut-être de l'extrême droite d'un côté, survivaliste, collapsologue de l'autre, de l'autre, c'est pas forcément opposé d'ailleurs, mais il y a pas mal de gens qui peuvent parler de la campagne, du terroir, du lien à la terre, avec un angle complètement différent du tien, quoi. Ouais, alors ça c'était important pour moi aussi, c'est-à-dire que effectivement dans cette période, mais d'ailleurs c'est un peu à l'image de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire que face à ce mouvement de colère de gens qui disent moi j'ai pas envie d'être considéré comme un citoyen de seconde zone, je veux me réapproprier ma citoyenneté, je veux avancer, je veux faire du commun, je veux affirmer ce qu'il y a de positif et de possible et je veux qu'on reconnaisse ça. Et la réponse elle a été effectivement une partie de l'extrême droite qui s'est saisie de ça, mais aussi de l'autre côté des espaces d'espoir qui sont beaucoup plus forts que ça, quoi. C'est-à-dire tout le truc sur le référendum citoyen, toutes les tables rondes qui a eu lieu partout, et des gens qui se saisissaient de la chose publique alors qu'avant ils n'étaient pas à même, ils se sentaient pas à même de le faire. Et donc voilà, je pense que c'est exactement ça en fait. Moi, je me suis positionnée d'un côté totalement en réponse à dire non, la campagne, c'est pas le terroir, la vie d'avant, comme le défend l'extrême droite aujourd'hui, qui est en train de sacraliser la ruralité dans un truc, ce serait la France d'avant, quoi. Ce qui est vraiment pas... moi, je veux absolument pas leur laisser ça, c'est clair et net. Oui, donc effectivement, moi, je voulais pas laisser ça à l'extrême droite et je voulais pas non plus être classée en collapso, parce que même si j'intègre complètement la perspective de l'effondrement, c'est-à-dire que, en tout cas, je considère que le monde ne peut plus avancer comme il avance aujourd'hui, que le consumérisme et le productivisme, ça n'est plus une option. Donc, quelque part, je l'intègre, mais je voulais pas être classée dans le schéma de l'effondrement, parce que pour moi,
ça dépasse l'effondrement. C'est-à-dire que s'il y avait aujourd'hui une solution magique inventée par des copains de ceux qui sont en train d'inventer le vaccin contre le Covid pour dire, en fait, il n'y a plus de problème. Voilà, il n'y a plus de pandémie et on prend tout le carbone de l'air et on l'injecte dans le sol et il n'y a plus de réchauffement climatique. Je continuerai à considérer que dans un monde fini, il n'y a pas la possibilité de produire et de consommer de manière infinie. Donc, pour moi, la perspective des conséquences du changement climatique n'est pas la seule qui doit amener à quitter la ville. Donc, mais je sais que c'est un levier très fort aujourd'hui et que c'est un sentiment très fort et que ce qui fait que cet ouvrage arrive, alors que moi je l'ai écrit il y a 2 ans dans un contexte qui était très différent et qui était plutôt un contexte de niche. Enfin voilà, voilà, clairement c'était un propos qui n'avait pas beaucoup d'écho à l'époque, mais moi j'avais envie de porter cette parole-là, donc peu importe finalement. Et j'avoue que mon éditrice, la première, voilà, a été un peu surprise par la perspective de ce qui allait se passer dans le contexte du Covid avec la sortie de cet ouvrage, parce qu'en fait, le sentiment de vulnérabilité très fort qu'ont ressenti les urbains pendant la crise a fait de l'exode urbain tout d'un coup un sujet de société, alors qu'avant ça restait quand même voilà, un espace dans le schéma des idées, mais pas tellement dans la vie intime et la projection intime de chaque personne, quoi. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se pose. Mais là, on a entendu beaucoup, depuis le début de la crise du Covid, on a entendu beaucoup d'émissions sur, beaucoup d'experts immobiliers en fait, pour dire que les recherches des maisons avec jardin avaient explosé, que attention, le prix du foncier allait exploser aussi, etc. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce moment-là où peut-être effectivement les gens ont très envie de quitter la ville tout simplement pour avoir un jardin, etc. Mais est-ce que tu penses que ça peut se traduire par un vrai mouvement parce que la crise du Covid, elle va passer aussi dans les esprits peut-être assez vite finalement. Alors, déjà, la façon dont la question de l'exode urbain a été traitée pendant la crise, pour moi, elle est très critiquable, parce qu'elle ne tient pas compte de la réalité. C'est-à-dire que d'abord, on a parlé d'exode urbain pour les gens des villes qui sont partis à la campagne pour le confinement. Dans leur maison secondaire. Dans leur maison de campagne, hein. Enfin, donc on parle, ça n'est pas l'exode urbain. L'exode urbain, c'est un choix de vie. Le choix de confort en période, en fait d'ailleurs, on va le préciser comme ça, le choix de confort des classes privilégiées pendant des périodes de crise dans les zones urbaines, que ce soit la guerre, que ce soit la pandémie, etc., en fait, c'est historique, hein, déjà pendant la peste, déjà pendant la grippe espagnole, les bourgeois et les nobles quittaient la ville, allaient dans leur maison de campagne pour se mettre à l'abri. Ça, il n'y a pas de scoop. Et pour moi, ça n'est pas un exode urbain, puisque même si on fuit la ville, on la fuit pour des raisons de confort, on la fuit parce qu'on en a la possibilité et les moyens, parce que pour pouvoir partir, il fallait pouvoir télétravailler, il fallait avoir une résidence secondaire ou au moins de la famille qui avait la possibilité de vous accueillir. Donc en fait, c'était pas du tout ouvert à chacun ou à chacune. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est juste un choix de confort temporaire. Et la plupart, d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du confinement, la plupart des gens ont quand même fait le chemin inverse. Après, je pense que ça n'est pas la même question que celle qui s'est posée pour des gens qui étaient enfermés entre 4 murs dans leur petit appartement de la région parisienne et qui ont songé réellement à quitter cette vie-là pour en entamer une nouvelle. Je pense que, en tout cas, le public auquel je m'adresse, c'est plutôt celui-là. Après, on sait, en fait, c'est pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que déjà sur les sondages de 2017, donc antérieurs à la crise et antérieurs à la canicule, parce que l'été dernier, on a parlé de la crise du Covid, mais on n'a pas parlé des 2 canicules de l'été dernier où déjà on avait eu des mouvements de population qui étaient importants des villes vers les campagnes parce que c'était insupportable les 50 degrés qu'il a pu faire à Marseille, à Bordeaux, etc. Voilà, il y a un schéma qui se met en place de quand même ce sentiment de vulnérabilité qu'on a quand on est en ville, quand on est confronté à une crise, fait qu'on peut être amené à se poser la question de quitter la ville. Et donc, à ce moment-là, effectivement, pour moi, ça a changé la donne dans la façon dont le propos pouvait être reçu. Et je pense qu'effectivement, il y a des gens qui se projettent. Mais c'est les données, donc ce que je disais, les données de 2017 donnent déjà 81% des gens
des urbains qui disent que la vie rêvée pour eux, c'est la vie rurale. En tout cas, c'est la vie à la campagne, puisque c'est les termes qui sont utilisés dans le sondage. Et que 57%, s'ils en avaient la possibilité, quitteraient la ville. Ouais. Donc, le fait que la vie urbaine soit un non-choix est antérieur à la crise. Donc, la question, c'est est-ce que la crise sera un levier suffisant pour passer à l'étape de choisir l'espace dans lequel on a envie de s'implanter. Mais est-ce que peut-être on n'a pas défini ce qu'est comment est-ce qu'on peut tenter une définition de ce qu'est la campagne ou les campagnes ou la ruralité, parce que c'est quand même assez flou et vague, et quand on dit qu'on veut partir à la campagne, on a quand même en tête une idée assez spécifique de ce qu'on veut. Oui, alors il n'y a pas la ville, il n'y a pas la banlieue et il n'y a pas la campagne. Voilà. Quand on parle des territoires, on parle forcément de quelque chose qui est hétérogène, d'un point de vue de données strictes quantitatives, c'est-à-dire évidemment une ville de 10 000 habitants, c'est pas pareil qu'une métropole de 200 000. Évidemment, une campagne bucolique à une demi-heure d'une ville proche, qui donc du coup a beaucoup de cadres et de gens qui vivent là mais qui travaillent en ville, en fait, et une zone rurale isolée, comme on peut connaître dans les plaines de l'Est, ancienne zone industrielle, donc du coup avec des taux de chômage qui sont très élevés, très peu de services, etc. On peut pas comparer. En fait, on peut pas comparer. Moi, j'ai arbitré, c'est-à-dire que quand je parle de l'exode urbain, et en tout cas de l'exode urbain que je considère comme souhaitable, je parle pas de l'étalement urbain. C'est-à-dire que pour moi, l'exode urbain, c'est pas juste quitter le centre-ville pour aller s'installer à la campagne, mais continuer à conserver le même mode de vie, le même travail, les mêmes habitudes, en fait. Pour moi, l'exode urbain, c'est faire le choix de vivre dans une zone rurale, de vivre et de contribuer à cet espace-là. Alors, bien sûr qu'on n'est pas obligé nécessairement de travailler sur place, parce que le télétravail, parce que on peut avoir une mobilité par ailleurs, mais en tout cas, avoir la volonté de s'inscrire dans cette vie rurale et donc aussi d'en adopter des codes et donc de pas aussi se comporter comme un client, parce que c'est aussi une des grosses problématiques de l'arrivée des populations urbaines dans les zones rurales, qui est le truc du clientélisme, et donc qui maintenant est devenu pour les élus des territoires le marketing territorial, c'est-à-dire il faut montrer qu'on a ceci, qu'on a cela, et donc quand on arrive, on fait sa checklist. Est-ce qu'il y a l'école Montessori, le truc, le machin, est-ce qu'il y a tant de services, tant de trucs, et sans se dire qu'en fait s'il n'y a pas, peut-être que ça peut être nous qui pouvons répondre à ce besoin, peut-être qu'on peut on peut se saisir de la responsabilité d'offrir ce service s'il n'est pas pourvu. Ouais. Et en fait ça c'est un enjeu qui est très fort. C'est un enjeu qui est très fort. Parce que du coup, ça met en des logiques de concurrence de territoire qui sont mortifères, parce qu'on reste encore dans le truc de il y a des gagnants, il y a des perdants, et puis les gens sont passifs, et puis voilà. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est un des écueils à éviter. Plus que la gentrification qui est beaucoup mise en avant. Tu parlais de ces experts immobiliers, moi ça me rend folle, hein, évidemment, quand ils invitent. En gros, quand il y a des médias qui parlent de l'exode urbain, ils invitent soit des urbanistes, donc soit des gens de la ville qui parlent et qui conçoivent la ville, soit des agents immobiliers, quoi. Pour moi, c'est un sujet de société, c'est pas un sujet d'immobilier. Par ailleurs, la gentrification des zones rurales n'a pas attendu l'exode urbain. Il se trouve qu'il y a des zones touristiques et des zones littorales en particulier, ou des zones en proche périphérie des zones urbaines, où le coût du foncier augmente. Mais il y a quand même une grande partie des zones rurales en France où un bien, une petite maison, met 5 ans à se vendre, et où la valeur du mètre carré est 15 à 20 fois inférieure à celle qu'on peut connaître en zone urbaine. Donc la gentrification, pour moi, c'est vraiment pas le sujet, quoi. De quel cliché, stéréotype souffrent les espaces, la campagne, on va dire, entre parce qu'on a l'impression que c'est quand même pris entre une image ultra bucolique d'une famille dans les champs avec un potager bien garni d'un côté, et de l'autre côté une image hyper triste et un peu précaire d'une campagne plutôt démunie, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'imaginaire on n'a pas beaucoup de diversité dans les imaginaires de la vie rurale.
Oui, et en plus, ils sont très ambivalents, ces imaginaires. Ouais. Moi, je défends plutôt évidemment le volet bucolique parce que je pense que la projection essentielle de la ville sur la campagne, elle est négative. Donc la projection négative, c'est la cambrousse, c'est-à-dire pas de service, plutôt une vision morale assez conservatrice. C'est l'agriculture industrielle partout, avec les nuisances qui vont avec. C'est la nécessité de dépendre de la voiture parce qu'il n'y a pas de service public de transport en commun. Et qu'en fait, cette projection-là, elle est beaucoup plus forte dans l'imaginaire des gens que la projection bucolique du week-end à la campagne. La campagne comme espace de loisirs, les gens l'identifient très bien. Le gîte à la ferme, on va passer 2 jours de gîte à la ferme, tout va très bien. Mais par contre, la projection de lieu de vie, de lieu où on peut s'installer, où on peut construire un projet professionnel, etc., elle n'existe pas. Pour moi, c'est cet imaginaire-là qu'il faut construire. Parce que si on peut pas le rêver, cet espace, on peut pas le vivre. Ouais. Où elle existe, depuis quand même quelques années, on entend beaucoup de gens, de jeunes qui partent ou qui veulent partir monter un projet en permaculture, je ne sais quoi. Mais du coup, c'est un peu peut-être extrême aussi, quoi. Tout le monde ne peut pas devenir formateur en permaculture ou je ne sais quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est vrai que cette iconographie-là, elle existe, elle est présente. Oui, c'est ça, je dirais depuis 4-5 ans, on voit des porteurs de projets qui sont accompagnés dans les médias, etc. Et on attend d'eux vraiment de répondre à tous les clichés, d'être végétarien, de faire de la permaculture avec des mandalas en pétales et des trucs comme ça. Mais sauf que le problème, c'est que tant qu'on fait ça, c'est-à-dire tant qu'on folklorise, parce que pour moi, c'est ça le processus. Hein, c'est la même chose que les histoires avec le coq qui chante, etc. C'est-à-dire que tant qu'on folklorise, on met à distance. On prend les projets les plus extrêmes. Ils peuvent être intéressants par ailleurs, c'est pas la question, mais c'est ceux-là qu'on va mettre en avant. On prend les projets les plus extrêmes, de ceux qui vivent en cabane dans les bois, de ceux qui font des potagers en permaculture, etc. Et on montre ça. Et à la fois, on prétend le montrer comme un modèle, mais c'est avant tout un épouvantail. C'est-à-dire que tant qu'on est folklorisé, on n'est pas dans le réel. Comment est-ce que quelqu'un qui est derrière un bureau aujourd'hui, qui se sent pas bien dans sa vie, mais qui gagne plus de 3 000 € par mois, qui a des enfants à charge, qui a des dettes, peut se dire, ouais, en fait, je vais tout plaquer et je vais partir vivre en cueillant mes trucs dans la nature et en faisant un mandala en permaculture. C'est impossible. Impossible. Donc, tant qu'on est dans cette projection qui ne permet pas à une majorité de personnes de se positionner, ça ne marche pas. Et l'extrême inverse, c'est-à-dire, parce qu'il y a aussi des projets plus avec des gens qui sont ingénieurs, qui du coup sont très dotés, etc., et qui réfléchissent et qui inventent des systèmes pas possibles, machin, qui font des conférences et tout ça. C'est hyper intéressant. Ce qu'ils apportent, par exemple, aux logiques de nouveaux maraîchages, de tout ça, c'est en agronomie et tout, c'est hyper intéressant. Mais sauf que, une fois encore, là pour le coup, la projection, elle est plutôt inverse. Elle est celle de quelqu'un qui se dirait, en fait, si moi j'ai pas les moyens, si moi j'ai pas le background universitaire, si moi j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place un schéma semblable, je ne serais pas à la hauteur de ce projet-là. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de mettre en avant un schéma de vie qui soit simple et qui soit accessible à tous. Mais du coup, on en vient quand même à un des freins principaux, tu le soulignes dans le livre, c'est l'emploi. Parce que toi, tu défends la campagne ou une ruralité positive comme un espace où on peut innover, s'installer, se projeter, etc. Mais est-ce que c'est si accessible que ça en termes d'emploi, un peu culturellement aussi, parce qu'on peut se dire qu'on a des barrières mentales, mais on peut avoir peur d'aller s'installer dans un endroit où on connaît personne, où on ne sait pas par où on va prendre le bout de comment se
se réinventer en termes de travail. C'est pas forcément évident. Le télétravail est pas accessible à tout le monde. L'agriculture, c'est pas forcément fait pour tout le monde non plus. Donc, c'était un peu flou ma question, mais sur cette question de l'emploi, qu'est-ce que tu peux dire? Oui, non, moi ce que je dis, c'est que l'exode urbain n'est pas synonyme nécessairement de retour à la terre. C'est-à-dire qu'on nous vend ça beaucoup. Si on part vivre à la campagne, on va devenir agriculteur. Alors déjà, c'est faux. C'est-à-dire que, en gros, l'emploi agricole aujourd'hui, c'est 10% de l'emploi dans les zones rurales. Donc, même si visuellement, on se dit que l'agriculture, ça prend beaucoup de place, en vérité, c'est pas réel par rapport à ce qu'on connaît du marché du travail. C'est faux que l'emploi est en ville aussi. C'est-à-dire qu'il y a plus d'emplois par habitant en zone rurale qu'il n'y en a en zone urbaine. Alors bien sûr, évidemment, en fonction des régions, la situation va être différente. Il est certain qu'il y a des zones qui sont plus sinistrées où c'est plus compliqué. Mais je pense que par ailleurs, il y a pour ces espaces-là aussi la possibilité que les choses bougent, notamment parce que il y avait une attirance plus forte des populations en mobilité, donc des néo-ruraux, pour les zones du sud de la France pour s'installer. Bon, la Drôme, voilà, la Dordogne, tout ça. Ouais. Avec le changement climatique, il y a beaucoup de gens qui revoient leur copie. Donc, je pense qu'il y a aussi des zones au nord de la Loire qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu dans ce cadre-là. Et puis pour l'emploi, en fait, on a besoin de tous les corps de métier en zone rurale. On a besoin des métiers du soin, on a besoin de gens des développeurs web, on a besoin de salariés, de techniciens. Et en fait, il y a du recrutement. Donc parfois, il y a du chômage aussi parce que les qualifications des ruraux, c'est ce qu'explique très bien le sociologue Benoît Coquart dans Ce qui reste. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, beaucoup de jeunes partent pour se former loin de leur lieu de naissance. Et en fait, pour ceux qui restent, il n'y a pas forcément l'emploi adapté à leur qualification. Et pour ceux qui veulent revenir non plus, d'ailleurs. Donc, la question, c'est pas forcément en nombre d'emplois, c'est plus en fait pour voir des emplois qui correspondent au marché réel de l'endroit où vous allez vous installer. Et après, il y a deux options, c'est soit choisir un endroit en fonction de la possibilité d'être employé par rapport aux compétences dont on dispose, soit choisir un endroit puis se former pour répondre aux besoins qui sont ceux du territoire sur lequel on a envie de s'installer. Mais en tout cas, la perspective stricte de se projeter dans un emploi agricole, si on part vivre à la campagne, elle est fausse et elle est même pas souhaitable en vrai. Bien sûr, dans les 10 années à venir, il y a un exploitant sur deux qui devra céder pour partir à la retraite. Donc il y a un enjeu pour faire revenir des jeunes dans les territoires pour devenir paysans. Mais en tout cas, pour moi, ça n'est pas le même enjeu que celui de l'exode urbain. Toi, tu dis que quitter la ville, c'est une façon d'incarner le changement dans son quotidien, de vivre plus lentement, de s'éloigner d'une forme de consumérisme qui est extrêmement liée à la vie urbaine. Mais on peut aussi voir ça, ce départ de la ville, comme une dépolitisation, dans le sens où on s'éloigne des problèmes pour vivre d'une façon un peu en retrait, mais sans avoir une action politique directe. Oui, ce que je dis, c'est que l'exode urbain, il y a plein de leviers qui peuvent l'activer. Et essentiellement des leviers intimes, ce qui fait que c'est pas... Pour moi, c'est ouvert à des gens qui n'ont pas du tout le même chemin que nous. Nous, on a fait le choix de l'exode urbain pour des raisons d'engagement militant. Parce qu'on voulait effectivement mettre en place un mode de vie décroissant, on voulait être autonome, on voulait avoir moins besoin du système, on voulait construire un modèle alternatif, on voulait avoir une vie plus équilibrée, on voulait avoir la main sur notre rythme du quotidien, etc. Donc, on a fait ce choix porté par des valeurs et par un engagement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont à même de faire ce choix pour des raisons totalement différentes et beaucoup plus intimes et beaucoup moins politiques. Parce qu'en fait, ils sont mal dans leur travail, parce qu'ils souffrent de ne pas respecter leur rythme naturel, parce qu'ils ont besoin de temps avec leurs enfants, parce qu'ils ont besoin de plus de contact à la nature, même sans devenir paysan, mais juste d'avoir de l'air, moins de promiscuité, et que, en fait, ils vont faire ce choix, et en faisant ce choix,
ça va entraîner un fait de société. Mais j'ai envie de dire presque à leur corps défendant. Je donne souvent un exemple, c'est par exemple en ville, on a la nécessité de passer par l'espace marchand pour avoir des relations sociales. Ouais. Pourquoi? Parce que quand on habite dans un tout petit appartement, qu'on a des voisins qui râlent tout le temps, etc., on n'a pas tellement la possibilité d'inviter des gens quand on veut, comme on veut. Donc, si on veut voir ses amis, on sort. Et si on sort, on va au restaurant, on va boire un café, on va au théâtre, on va au cinéma, j'en sais rien, enfin bref. Mais systématiquement, on va passer par un espace marchand. Le simple fait de sortir de l'espace marchand pour avoir des relations sociales, on déconsomme. Ouais. On n'a pas moins de plaisir. Quand on est autour de la table, à boire le cidre qu'on a fait soi-même, à manger les légumes du jardin en pickles et les petites tartinades et tous les trucs qu'on a préparés nous-mêmes, et qu'on est entre amis et qu'il fait beau et qu'on fait un feu et qu'on passe du temps à l'extérieur et qu'on est heureux, on n'est pas en train de se dire qu'on n'a pas les moyens ou la possibilité ou qu'on est en train de faire un acte super fort en n'allant pas dans un bar bondé, se faire hurler dans les oreilles par des gens qu'on connaît pas pour pas pouvoir avoir un échange intime et normal avec quelqu'un qu'on aime et avec qui on a envie d'interagir. On n'est pas en train de se dire ça. En fait, on est en train de se faire une soirée, un apéro au jardin entre copains. Mais pourtant, derrière ça, on est dans une logique de non-consommation, de déconsommation. Et on s'écarte du système. Et en fait, pour moi, c'est ça qui est très fort dans la vie rurale. C'est que l'autonomie au quotidien, on le fait par plaisir. Parce qu'en fait, manger ses tomates, manger ses framboises, avoir les fruits du jardin, c'est hyper gratifiant, c'est bon, c'est pas cher. Donc on aurait tort de pas le faire. Et en même temps, en étant dans l'autonomie et dans l'entraide et dans le partage, parce qu'on a toujours quantité de trucs en trop qu'on va filer au voisin, qui va nous donner d'autres trucs en échange, etc. On est dans un espace où on se nourrit sans passer par un système marchand. Donc en fait, c'est très fort. Parce que s'il y a de très nombreuses personnes qui font ça, ça fait quand même beaucoup moins de flux qui passent par les supermarchés. Ouais. Et pourtant, je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait de points de vente, mais c'est ce que je dis, c'est que malgré tout, le système productiviste, c'est celui de la consommation des trucs dont on n'a pas besoin. Donc quand on n'est pas tenté, qu'on n'a pas un magasin, qu'on n'a pas de la sollicitation de publicité à longueur de temps, qu'on est plutôt dans l'entraide, dans la débrouille, dans la bricole, quand j'ai besoin de quelque chose, le premier truc, c'est que je demande à ma voisine ou à un copain qui habite à côté s'il peut pas me le prêter. Je me dis pas, je vais aller acheter un outil ou je vais aller acheter un truc dont j'ai besoin. Je vais l'emprunter. Si je l'emprunte souvent, je me dis que j'en ai peut-être vraiment besoin. À ce moment-là, je vais essayer de le trouver d'occasion. Et si jamais je ne trouve pas d'occasion, je vais l'acheter neuf. Mais ces processus-là, quand on est en ville et qu'on est poussé à la consommation, on va pas, on va au plus rapide. Et donc, en fait, on consomme. On consomme, on jette. Donc, et la ville est construite sur la consommation. La ville a été faite pour ça. L'exode rural, le mouvement des populations qui a constitué la vie de la ville telle qu'elle est aujourd'hui, ce mouvement-là a été construit pour la consommation et la production. On a retiré des gens de leur communauté rurale où ils étaient autonomes pour leur vendre l'individu libre, la vie rêvée, etc., l'accès à des conditions de vie meilleures, ce qui était vrai par ailleurs. Hein. Le HLM, quand on sortait d'une maison en terre battue où il n'y avait pas l'eau et l'électricité, c'était vraiment une forme de progrès. Mais sauf que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des clients et des outils de production, des gens qui étaient autonomes à la base. Et aujourd'hui, en tout cas, ce que je défends dans l'exode urbain, c'est la capacité de revenir à ce niveau, de faire communauté, d'être dans un espace d'entraide, de plus être seulement un client, mais d'être avant tout un acteur de son quotidien. Et donc, du coup, de choisir quand on consomme et quand on consomme. Et du coup, derrière ça, il y a la question des différentes formes d'action politique, parce qu'il y a l'action individuelle qui peut être incarnée justement par les petits choix qu'on fait et qui sont pas forcément pensés comme politiques, mais qui de fait le sont. Et parallèlement, il y a l'action collective ou l'action institutionnelle qui sont quand même assez différentes. Toi, tu défends quel type d'action? Ou alors, est-ce que tu vois une synergie entre tout ça? Oui, moi, ce que je défends avant tout, c'est qu'il n'existe pas de cloisonnement possible et souhaitable. C'est-à-dire que j'ai connu dans mon parcours, parce que j'ai étudié la science politique, parce que par ailleurs j'ai été active dans des structures associatives
Enfin, voilà, j'ai travaillé pour Emmaüs, par exemple, dans l'humanitaire. J'ai connu le cloisonnement, c'est-à-dire si tu fais de la politique, tu peux pas être dans une asso parce que c'est de la récupération. Si tu es dans une asso, ben tu fais ta part. Et puis en fait, bon, c'est pas grave, les bornes, les kilomètres en avion, les trucs, ce qui compte, c'est de défendre sa cause, etc. Et puis le truc du colibri, chacun fait ce qu'il peut, machin, on fait son zéro waste, mais pendant ce temps-là, le monde s'écroule et en fait, tant qu'on est que 10 à le faire, ça marche pas, quoi. Pour moi, c'est la victoire de ceux contre qui on lutte de nous laisser dans cet espace de cloisonnement. On n'est jamais aussi légitime dans l'action collective quand on est individuellement cohérent. C'est-à-dire que effectivement, si on a une vie qui correspond aux valeurs qu'on a envie de défendre, et ben quand on porte cette parole-là, elle est plus forte. Ouais. On n'est jamais aussi efficace quand on est nombreux et quand on est visible par rapport à des actions individuelles qui seraient faites de manière séparée et qui du coup n'auraient pas cette visibilité, n'auraient pas cette capacité à essaimer et à emporter d'autres personnes dans cette action. Donc pour moi, l'action collective, elle est essentielle. Et surtout, l'action institutionnelle. C'est-à-dire que pour moi, on peut pas dire oui, bah alors les citoyens d'un côté et les institutions de l'autre. Ça n'existe pas pour moi. Enfin, pour le coup, c'est peut-être une déformation de mes études à Sciences Po et tout ça, mais je considère que à un moment, notre responsabilité quand on est des citoyens engagés, quand on est des personnes qui ont envie de faire bouger le schmilblick, c'est de prendre des responsabilités et d'imposer à ceux qui aujourd'hui sont en responsabilité d'agir dans le sens du bien commun, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, clairement. Donc voilà, du coup, pour moi, il y a une synergie entre tout ça. Et alors évidemment, on ne peut pas tout faire au même moment de sa vie. Hein. Je veux dire, je dis pas qu'il faut à la fois avoir un quotidien le plus pur possible, plus être investi dans des assos, plus être au conseil municipal ou se présenter au régional, ou voilà. Non, mais en tout cas, je pense que il faut à tout prix éviter les cloisonnements et à tout prix chercher les ponts entre les différents espaces d'engagement pour pouvoir être le plus efficient possible. Les défis qui sont face à nous sont énormes. La lutte contre le changement climatique, c'est plus une projection, c'est plus une option. C'est un état de fait et c'est un état de crise actuel. La question, elle devrait être pour chacun et pour chacune de se dire dans quel espace j'ai une compétence, j'ai une appétence, surtout parce qu'il faut en avoir l'envie aussi, je pourrais apporter quelque chose pour faire avancer le chemin. Du coup, vous, en vous installant, donc là ça fait presque une dizaine d'années, quelles difficultés vous avez rencontrées dans ce choix de vie en devenant néo-ruraux? Eh ben, comme tout le monde, enfin des difficultés, on en a rencontré plein. Je pense que la plus importante, c'est la relation au temps. Enfin, en tout cas pour moi, c'est clair. Hein. Parce que je suis arrivée, je venais du champ politique et de l'humanitaire, où tout va vite, où on est dans l'urgence permanente, où on a des checklists, des to-do lists, des rétro-plannings, des plannings, où on a toujours des agendas qui débordent, où on dort pas beaucoup, où on travaille énormément, etc. Et j'avais tendance à penser que plus je travaillerais, et plus ça irait vite. Et en tout cas, que si ça n'allait pas assez vite, c'est parce que j'en faisais pas assez. Et ça c'était très compliqué à appréhender plus encore parce que nous, on est paysans. Mais bon, ça marche aussi pour la rénovation de bâtiments, ça marche pour plein de trucs en vrai. Ça prend du temps. Et qu'en fait, quand on fait un enduit pierre-terre, il faut qu'il sèche. Et c'est long. Et c'est hyper long. Et on peut pas venir tous les jours en disant « Non, mais là, c'est bon, c'est sec. » Non, en fait, il faut attendre plusieurs mois. Et c'est pareil, quand on merde un truc au champ, ben, en fait, c'est l'année d'après qu'on le ressème. C'est fini. Il n'y a pas de rattrapage, il n'y a pas de réunion de crise et on trouve une solution et on cherche des ressources à l'extérieur et on fait un check et j'en sais rien. En fait, non. En fait, il faut attendre. Et dans votre intégration entre guillemets dans votre région, au niveau des relations humaines, tout ça, il n'y avait pas eu de
difficultés. Non. Mais ça, c'est pareil, c'est des peurs qui sont alimentées inutilement. Enfin, pour moi, c'est des barrières mentales, ces trucs-là. Hein. Nous, on a fait des portes ouvertes alors qu'on n'avait même pas de porte. Les gens venaient. Et on a rencontré plein de gens et on n'a pas eu du mal du tout à s'intégrer. On nous a donné tout de suite le bénéfice du doute. Même les élus, on est arrivé avec notre projet un peu dingo de café-librairie et ferme bio de tisane sur un territoire qui n'était pas du tout, un territoire d'alternative et tout ça par ailleurs. Donc on était vraiment des extraterrestres. Mais voilà, la mairie nous ont dit c'est original, hein, dis donc, c'est très original, hein. Bah, ok, bah, montrez-nous que c'est possible. Toutes les difficultés qu'on a rencontrées, enfin, la plupart des difficultés qu'on a rencontrées, c'était des difficultés inhérentes au chemin qu'on avait à faire nous-mêmes dans ce projet-là. Par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés qui étaient beaucoup trop hauts, par rapport à des arbitrages qu'il a fallu faire, notamment parce que ça prend du temps, qu'on a eu envie d'avoir un enfant et qu'en fait, quand on est dans la construction de 2 entreprises en même temps, etc., il faut revoir ses objectifs, hein, parce que soit on se perd dans son projet, soit on oublie pourquoi on est là. Donc voilà, c'est ça les difficultés qu'on a rencontrées. C'est la blessure d'Adrien, mais en aucun cas, c'est des problématiques exogènes. Après, en l'occurrence, bon, effectivement, quand on fait face au changement climatique, aux difficultés auxquelles font face tous les paysans, hein, qui sont celles de la rentabilité faible de nos métiers, etc., on se trouve plutôt plus doté que plein de gens autour de nous. Donc, non, au contraire. Au contraire, on a eu plutôt beaucoup d'aide que beaucoup de difficultés. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est lié à la ruralité. Il y a aussi la question du transport, de la dépendance à la voiture, pour les déplacements domicile-travail, mais aussi pour les services publics. Est-ce que, selon toi, c'est un peu une idée reçue qu'on soit si dépendant de la voiture ou est-ce que c'est vrai, il faut arriver à s'en arranger? Alors, on a parlé de la question de l'emploi. C'est sûr que l'autre question qui se pose tout de suite quand les gens se projettent dans une vie rurale, c'est la question de la mobilité. Ouais. Y a plusieurs raisons à ça. Il n'y a pas de service public de la mobilité en zone rurale pour l'instant. Déjà, il faut savoir que les communautés de communes n'en avaient pas la possibilité jusqu'à la loi LOM qui a été promulguée en décembre 2019. Ça fait partie des réponses de Macron au mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire plus de zones blanches en service public de transport en France en 2025, je sais pas quel est leur objectif réel, mais en tout cas, il y a la volonté de répondre à cette demande-là. Après, oui, il y a, c'est vrai, dans les modes de vie ruraux actuellement, une dépendance à la voiture. Déjà, il faut se dire que la voiture, le fait que ce soit une dépendance à la voiture individuelle, c'est très récent. Parce que voilà, jusque dans les années 80, ici, tout le monde n'avait pas de voiture. Il y avait un grand-père, un cousin, etc., une ferme qui avait un peu plus de pognon qui en avait une et qui mutualisait les trajets. C'est vraiment les années 90-2000 qui ont été l'essor de la voiture vraiment individuelle, c'est-à-dire une voiture par personne, quoi. C'est récent, en fait. C'est très récent. C'est très récent. Donc, la question de la mobilité en voiture individuelle, il y a plein de réponses à y apporter. Déjà, la plupart des trajets dans les zones rurales ne sont pas des trajets longs. 10 km, je crois, en moyenne sur les trajets du quotidien pour aller à l'école, pour aller au boulot, etc. En fait, avec des modes de transport doux, c'est tout à fait possible d'y répondre avec un vélo électrique. Enfin voilà, s'il faut donner un exemple précis. Après, la question, c'est la sécurisation des espaces de voirie pour que les gens se sentent en confiance. C'est de la création de vélos de voies vertes en parallèle des voies départementales, par exemple. Il y a une question d'aménagement du territoire pour rendre ça possible et c'est réel. Après, moi, dans le livre, je donne l'exemple d'Anne-Gaëlle et Eddy qui habitent dans le centre-bourg de Sixte et qui n'ont pas de voiture, qui habitent depuis 6 ans, qui ont eu un deuxième enfant et la maternité est à une demi-heure et ils n'avaient pas de voiture, et du système d'entraide qui existe pour pouvoir pallier le manque de services, en fait. Et donc, oui, la mutualisation des déplacements, mais c'est aussi accepter d'avoir une relation différente à la mobilité.
C'est-à-dire, c'est pas je vais ici, je vais là, je pars tout de suite, etc. Ça implique de faire un chemin sur sa manière de se déplacer, sur ce qu'est l'urgence réelle ou pas, voilà. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a des gens qui se posent la question. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de réponses possibles. Il y a beaucoup de réponses possibles. Puis, il y a un enjeu fort de politique publique aussi là-dessus. Mais en tout cas, il n'est ni indispensable d'avoir une voiture pour et un permis de conduire par ailleurs pour vivre à la campagne. C'est pas non plus indispensable quand on en a un de l'utiliser quand on a un véhicule de l'utiliser tout le temps. Voilà, je pense que c'est la réflexion en termes de mobilité plus que la question en termes de réfléchir j'ai une voiture ou j'ai pas de voiture. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui font leur chemin sur un possible départ à la campagne? Par où commencer en fait? Parce que ne serait-ce que comment choisir l'endroit où on veut aller si on n'a pas forcément d'attache familiale, etc. Alors moi, ce que je conseille, c'est de faire un carnet de rêves. On peut pas vivre en espace sans avoir rêvé, on peut pas changer de vie sans se projeter. Je pense que si on a la possibilité de le faire, c'est bien de dessiner. C'est intéressant de se poser réellement la question de ses besoins. Parce que la frustration qu'on peut avoir, par exemple, d'un très faible espace dans une vie en ville, peut amener à faire des mauvais choix. On étouffe dans un 2 pièces, on va vendre son 2 pièces dans une grande ville, allez, 300 000 euros. Mm-hmm. À ce prix-là, on peut acheter un palace. Ici, on peut acheter un château, en fait, même à 300 000 euros. Un château, c'est pas forcément une bonne idée. Voilà, en fait, la question c'est pas parce que j'en ai les moyens que j'en ai les besoins. Et quand on se met après un truc trop lourd sur les épaules, il faut l'assumer. C'est-à-dire cet espace-là, il faudra l'entretenir, le rénover, le chauffer. Donc la vraie question, c'est de se poser la question de ses besoins. Est-ce que j'ai besoin, est-ce que je suis indépendant, j'ai besoin d'un espace de travail pour pouvoir bosser, ou je suis artisan, ou je suis créateur ou créatrice, et donc du coup, j'ai besoin d'un espace pour créer, que ce soit un atelier d'art ou un studio de danse, ou j'en sais rien. Quel est l'espace dont j'ai besoin pour pouvoir mener mon projet? Quel est l'espace dont j'ai besoin pour vivre? En fait, il y a des gens qui sont l'exemple de la tiny, la mode des tiny house, donc des petites maisons qui sont globalement des petits cubes dans lesquels on a tout un espace de vie, montre qu'en fait, la projection dans un espace de vie rural n'est pas nécessairement celui d'une maison individuelle, d'une grande maison, etc. L'espace extérieur peut être un espace de vie. En fait, la maison ne devient qu'un outil où on a besoin de pouvoir faire à manger, se laver et dormir. Et donc, en fait, du coup, on n'a pas forcément besoin d'un grand espace. On a aussi la possibilité d'avoir de l'habitat collectif, ce qui est en ville souvent quelque chose de subi, parce qu'en fait, on fait une colocation parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un appart individuel. En zone rurale, on peut faire le choix d'avoir un espace collectif avec un respect de l'intimité. Enfin voilà, on peut se poser la question de est-ce que c'est une maison individuelle ou est-ce que c'est faire partie d'un village d'habitat mobile? Est-ce que c'est faire partie d'un grand espace qui est rénové en collectif parce que l'habitat collectif existe aussi en zone rurale. Donc en fait, la question c'est de se poser vraiment celui de son envie et de ses besoins propres. Et ça, je pense que c'est une étape importante et longue. Parce que quand on a construit sa vie entière sur de la contrainte, bon, j'ai les moyens d'avoir quel appart, j'ai les moyens d'habiter dans quel quartier, ce boulot-là est là, donc je vais devoir. En fait, on n'est jamais dans une projection de ce qu'on a envie. On est dans une projection de ce qui est possible et d'un compromis entre ce qui nous plairait peut-être un peu et ce qu'on a les moyens de faire et ce qui est possible de faire. Là, quand on ouvre une page blanche, tout est possible. Donc voilà. Après, il y a aussi un truc de projection parce qu'en fait, l'exode rural, par exemple, a quand même envoyé une grande partie de la population française sur les routes vers les villes. Donc, un certain nombre de gens qui vivent dans ces villes ont des attaches familiales dans ces régions qui ont été désertées. Je ne sais pas, la Creuse, le Limousin, la Bourgogne. En fait, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous rattache à ces espaces-là et que c'est peut-être ce lien familial qui va être retrouvé. Peut-être que c'est une affection pour un paysage. Voilà, il y a des gens qui aiment les paysages très dégagés, les zones de plaine pour voir loin, et d'autres qui aiment la montagne, et d'autres qui aiment les zones boisées. Donc en fait, déjà la projection dans un espace que l'on considère être celui qui nous plaît, c'est une étape qui est chouette aussi.
Et puis après, il y a celui du réseau. Est-ce qu'on s'installe pour soi ou est-ce qu'on a aussi envie de rejoindre un espace où il y a des gens avec qui on est en communauté de valeurs? Donc, du coup, avoir un réseau sur place, c'est intéressant. Amener avec soi un réseau, c'est-à-dire partir à plusieurs, ça peut être une solution. C'est souvent des questions qui me sont posées dans les choix de départ pour des gens qui ont plutôt des projets un peu militants. Le projet collectif, ça rassure. Ça merde souvent, je préfère le dire aux gens qui écoutent, mais c'est pas grave. Ce que je dis aux gens, c'est pas grave si on part à 5 et qu'à la fin il en reste que 2, mais que c'est ce qui permettait à ces 2-là de faire le pas. L'important, c'est que chacun fasse ce qu'il veut de sa vie, en fait. Donc, du coup, tout va bien. Voilà, partir en collectif ou essayer de rejoindre un collectif existant dans une zone qui vous plaît. Alors, en fait, il y a plein d'options, mais je pense que c'est très important d'avoir un espace pour se projeter. Quand on part seul, c'est nécessaire. Et quand on part en couple ou en collectif, c'est encore plus fort. Parce que les attentes de chacun et chacune vont être différentes. Et c'est important de pouvoir mettre des mots, essayer de trouver des espaces de synergie, comprendre quand il y a des différences et les accueillir et les accepter et les respecter. Donc, je pense que le carnet de rêve, c'est quand même une étape qui est très importante, quoi. Et puis après, un des bons leviers pour sauter le pas, c'est d'aller rencontrer des gens, quoi. Aller rencontrer des gens qui vous inspirent, des projets qui vous donnent envie, appeler, parler, échanger. Et vous verrez, à un moment, l'étincelle, elle naît aussi dans cette projection mimétique, c'est-à-dire de se dire « Waouh, en fait, je serais bien là ». Et tous les mots qu'on peut mettre dans le carnet de rêve valent pas cette émotion et ce sentiment-là qui est ressenti de se dire « En fait, c'est tellement bon, ça donne tellement envie que là, c'est OK. Je peux larguer les amarres, je peux prendre mon risque et je peux partir ». J'ai une dernière question, ma question rituelle. Dans ce monde qui s'effondre, comment tu parviens à cultiver la joie au quotidien? Mais moi, je pense que l'exode urbain, c'est un espoir. C'est-à-dire que si ça s'effondre, enfin, je veux dire, ce que je défends moi, c'est que les gens quittent une vie consumériste urbaine pour un espace d'autonomie, de bien vivre, de quiétude en zone rurale. Et j'ai envie de dire, si le système s'effondre, on pourra le regarder tranquillement s'effondrer, on sera résilient et on aura déjà contribué à construire l'alternative. Donc pour moi, c'est un espace d'espoir qui est très fort et c'est une réponse très forte à la nostalgie. Et clairement, c'est le sentiment qu'on a ressenti quand il y a eu le confinement. Bon, pas au début, puisque nous, on a attrapé le Covid, donc on était quand même un peu dans le mal le premier mois. Mais une fois que cette période a été un peu apaisée, le sentiment qu'on a eu, c'est d'être privilégié. Et c'est de se dire, à un moment, on a construit un système qui nous permet, et nous, on a été en quarantaine pendant 30 jours, qui nous permet d'être autonomes, d'être pas si mal finalement, face à un événement qui est quand même un événement cataclysmique, quoi. Enfin, c'est énorme ce qu'on est en train de vivre, c'est énorme parce que c'est pas fini, hein. Ce que le monde actuellement est en train de vivre, c'est terrible en fait. Et dans cet espace-là, on arrive à maintenir de la joie, de la quiétude, voilà. Et ce qui nous apporte ça, c'est simplement le lien à la nature, le temps libre, la satisfaction d'avoir produit une partie de notre alimentation, celle de voir les plantes pousser dans notre champ. C'est des choses qui sont très simples en fait. C'est des choses qui sont très simples et que la crise ne peut pas nous enlever. Merci beaucoup Claire. Merci beaucoup Alexia. Merci beaucoup à Claire Desmarres-Poirier pour notre conversation et merci à vous tous et toutes pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, me soutenir sur les réseaux sociaux et partager les épisodes s'ils vous ont plu. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite.